BFM Business, BFM Bourse, les réponses aux questions. Chaque jour, on répond en effet à l'ensemble de vos interrogations et vos questions sur l'ensemble de vos placements, pas que la bourse, tous vos placements, toutes vos interrogations. Y passent vos questions qui trouvent leurs réponses, les réponses de Bertrand Tourmente aujourd'hui. Bertrand, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Et rebonjour, puisqu'on était déjà ensemble en direct tout à l'heure à 15h45, Bertrand Tourmente, le fondateur d'Altos Patrimoine. Cette première question que nous a envoyée Clara. Les sénateurs, nous dit Clara, ont récemment déploré les frais excessifs des produits d'épargne. Je m'inquiète notamment pour mon plan d'épargne retraite sur lequel il y a des controverses en matière de frais. Quelles sont, nous demande Clara, vos recommandations vis-à-vis du PER et les inquiétudes des sénateurs pour ce qui concerne les frais et notamment les frais du PER? Les PER, plan épargne retraite, offrent une carotte fiscale. Dès qu'il y a une carotte fiscale, systématiquement, les frais ont tendance à augmenter c'est les fabricants de produits financiers et les assureurs ont tendance à augmenter leur marge dès lors qu'il y a une carotte fiscale pour compenser justement ce surcoût. Je pense on a le réflexe de se focaliser sur les frais d'entrée. Dans le PER, un peu moins. On constate que sur les PER qu'on analyse, parfois les frais dépassent les 1% entendables, on va dire. Donc veillez à ce que vos frais d'entrée dépassent pas 1%. Et ensuite, il y a les frais de gestion. Les frais de gestion de votre PER, ils sont à deux étages. Il y a les frais de gestion du contrat et les frais des supports sur lesquels vous allez être positionné. Petite astuce, peut-être, c'est d'éviter ce que l'on appelle la gestion pilotée. Restez bien en gestion libre parce que ça comprime les frais de gestion du contrat. Et ensuite, faites attention aux sous-jacents de ce que vous allez choisir. Par exemple, deuxième astuce, évitez tout produit structuré. Alors, certains investisseurs adorent les produits structurés. Nous, en 13 ans, on n'en a jamais fait. Il y a peut-être une raison sur le fait qu'on n'en ait jamais fait. Ce qui est certain, c'est que la personne qui vous le vend, en général, peut gagner jusqu'à 4 à 5% juste sur son acte de vente. Donc, c'est peut-être quelque chose à éviter. La réponse à votre question, Clara, les produits structurés, pourquoi vous vous en méfiez des produits structurés? On rappelle, par exemple, un produit structuré, ils ont chacun leur format, mais un certain nombre de produits structurés proposent, par exemple, d'investir en bourse sans le risque de la bourse. Ils vous proposent, par exemple, de ne pas subir de baisse du marché jusqu'à moins 20 ou moins 40%. Ça peut paraître attractif à des investisseurs qui veulent prendre la hausse sans subir la baisse. Vous dites, non, il faut se méfier de ces offres-là. Je dis simplement que, à titre personnel, j'en ai jamais acheté, et j'en achèterai jamais. Et j'ai découvert ces produits dans le portefeuille de ma grand-mère il y a 20 ou 30 ans. C'était. Elle vous a pas convaincu, votre classique. Et en réalité, on peut vite se retrouver 8 à 10 ans. Enfin, à l'époque, c'était 8 à 10 ans. Maintenant, c'est 5, 6, 7 ans complètement bloqué sur ces produits-là. Vous perdez pas d'argent, mais vous en gagnez pas non plus. Mais par contre, la personne qui vous l'a proposé a forcément gagné sa vie, elle. Gabriel aussi nous écrit, il souhaite que son épargne ait un impact positif pour la planète et la société. Quels sont, nous demande Gabriel, les placements à privilégier? Sur les placements éthiques, c'est vraiment propre à chaque personne. C'est-à-dire qu'on a tous nos éthiques personnelles, on va dire. Si la priorité de Gabriel est de soigner la planète, pour la partie cotée, il existe des ETF climat qui fonctionnent très très bien et qui ne sélectionnent que les sociétés qui ont pris l'engagement de respecter le 1,5% de réchauffement climatique à horizon 2050. Donc ça, c'est déjà un premier filtre. Sur la partie non cotée, il peut financer tout ce qui est infrastructure durable. C'est une classe d'actifs qui est de plus en plus mis en avant et de plus en plus accessible. Avant, c'était uniquement réservé à nos gros investisseurs. Là, maintenant, on arrive à le démocratiser de plus en plus et ça offre des rendements en alternative aux fonds en euros supérieurs à 3, 4, 5%. Voilà. Oui. Il y a une légende urbaine qui dit que les placements socialement responsables coûtent cher en frais, justement. On parlait des frais tout à l'heure, c'est pas forcément systématique, ça dépend du type de placement, de support qu'on choisit surtout. Alors, c'est sans doute un peu couplé au fait que historiquement, il y a eu des labels qui valaient un peu rien dire et c'était corrélé à cette offre. En fait, on arrive toujours à la même conclusion, c'est qu'il faut toujours se méfier énormément du marketing. Le label qui est le plus discutable finalement, c'est l'ISR, investissement socialement responsable. Il était extrêmement répandu. On peut se retrouver assez rapidement finalement sur des titres qu'on n'a pas du tout envie d'avoir en portefeuille en faisant du socialement responsable. Donc c'est pas que les frais le problème. Marion aussi nous écrit, face à l'inflation, quel placement privilégier? Le livret A ne rapportant quasiment plus, justement à cause de l'inflation, que faire?
je pense que la solution, c'est prendre des risques. L'inflation est à 2,5, peut-être bientôt 3. Ça implique de mettre au travail son argent à long terme. Donc, il faut prendre déjà tout ce qui a vocation à être utilisé à 1, 2, 3 ans. Je pense qu'il faut le laisser sur son livret A. Et tout ce qui dépasse 3 ans, voire 4 ans d'investissement, il faut aller prendre des risques. Il faut prendre des positions que l'on est capable de conserver. Pourquoi pas faire de l'investissement dans des infrastructures durables? Pourquoi pas faire de l'action? Enfin, la solution, c'est vraiment la diversification globale, en réalité. Et ça rejoint cette autre question d'un téléspectateur. Christophe, quels sont les placements à privilégier pour 2022? Intéressante question, le jour où le CAC 40 bat son record historique hors dividende. Journée historique aujourd'hui pour le marché parisien. Les bourses mondiales qui se sont tant envolées que beaucoup d'Américains, plusieurs millions d'Américains ont pris leur retraite par anticipation, tellement ils avaient gagné ces derniers mois, ces derniers trimestres grâce à la bourse. Plusieurs millions d'entre eux ont pu partir en retraite anticipée. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Christophe? Il doit privilégier la bourse ou il y a un problème de timing dans la mesure où les marchés sont déjà sur des records aujourd'hui et qu'il va donc falloir s'intéresser à d'autres choses? Comment est-ce que vous regardez tout ça? Pour moi, la seule réponse, c'est diversification. Et la bourse, quand on est sur des records historiques, c'est valable pour toutes les classes d'actifs. Dès que vous êtes sur un record, dès que vous êtes au-dessus de la moyenne, c'est souvent des exagérations et les exagérations ont vocation à revenir à la moyenne. Donc, privilégiez principalement des investissements programmés, des investissements progressifs et diversifiez-vous entre les 4 grandes classes d'actifs qui sont fonds en euros garantis pour avoir des réserves, actions cotées, il en faut, vous avez raison, pour au moins, on va dire 20-25%, mais avec un investissement progressif, du private equity parce que ça stabilise votre gestion et de l'immobilier pour également stabiliser la gestion. Et une fois que vous avez ces 4 classes... Vous mettez des flotteurs partout? On est plus à l'aise. On stabilise les stabilisateurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que ça a du sens. Mais avec un peu de piment quand même, puisque vous disiez pourquoi pas la bourse 20-25% d'un patrimoine. Si, à condition d'y aller petit à petit et de se méfier de tout ce qui est à la mode. Ouais, et c'est ce que vous disiez aussi par rapport au record du CAC 40 tout à l'heure en termes de timing. Est-ce le meilleur moment pour investir sur les marchés? Pourquoi pas? Il reste des perspectives économiques intéressantes, bien sûr, de nouveaux secteurs qui viennent disrupter la 3e révolution industrielle qui est en cours. Mais l'idée en bourse, c'est d'investir d'abord dans la durée pour laisser ses risques et d'y aller progressivement. C'est ce que vous conseillez, des investissements programmés, on appelle ça comme ça. Investissement programmé, et je pense que comme tout est cher au sens large, l'approche que l'on appelle nous qualité-croissance, donc les sociétés de plus grande qualité avec une forte croissance embarquée, ont vocation quand même à protéger un peu l'investisseur. Je pense que c'est le dernier moment pour faire ce qu'on appelle de la value, c'est-à-dire aller acheter des sociétés moins bien notées parce qu'elles sont pas chères. C'était ce qui s'est passé en 2020. Tout le monde voulait absolument, comme on n'avait plus d'idées, tout le monde partait sur de la value en disant finalement c'est le seul endroit où c'est pas cher et c'était le pire. Enfin c'était la pire des stratégies à adopter. Oui, parfois quand c'est pas cher, c'est qu'il y a des raisons aussi. Exactement. Voilà, il faut savoir séparer le bon grain de livret. On va continuer de le faire d'ailleurs jusqu'à 18h sur BFM Business. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bertrand, nous avoir accompagné. Bertrand Tourmente, le fondateur d'Altos Patrimoine, pour répondre à vos questions aujourd'hui, alors que le CAC est donc sur des records. Dans 10 minutes, le club va s'ouvrir pour vous apporter un max justement d'idées d'investissement. On va essayer de comparer l'état des marchés aujourd'hui avec leur état de l'an 2000, quand on avait touché les précédents records. On était alors sur une bulle. Est-ce qu'on a des signaux, des symptômes de bulle aujourd'hui sur les marchés mondiaux? C'est une question que l'on se posera. Ce sera à partir de 17h dans une petite dizaine de minutes.